chez Octopop. Bonjour Stéphanie, bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Stéphanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de tout, enfin, tu vas parler de ton parcours. Tu vas également te présenter parce qu'on a plusieurs coutumes dans notre podcast. C'est l'invité qui se présente avec les éléments qu'elle souhaite et de répondre à la question de l'invité précédent. D'abord, on va commencer par la question. Souvent arrive un dialogue et plus tard, tu pourras faire ta présentation et après, il y aura notre échange. Euh, Stéphanie, donc ça, c'est la question de l'invité d'avant. Mhm. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as arrêté d'être comme il faut? Ah, voilà, pour débuter, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, alors, est-ce que je faisais pour faire comme il faut? Je suis pas sûre. En réalité, je crois que je n'ai jamais trop cherché à faire comme il faut. Peut-être sur le plan scolaire, mais ça m'allait bien parce que j'étais scolaire, donc voilà. Je crois que je n'ai pas J'ai pas eu de changement. Le changement est venu dans l'acceptation plus de qui je suis et dans l'affirmation de la différence à mon niveau, hein. Mm. Mais il y a pas eu de bascule. Je n'ai pas eu à arrêter de faire semblant ou de me pousser. J'ai toujours plutôt été qui je suis aujourd'hui, mais en me débattant un tout petit peu. Pour essayer de comprendre pourquoi c'était si intense pour moi, pourquoi les autres ne réagissaient pas comme moi. Et puis un jour, il y a plus eu de pourquoi. Et je me suis dit parce que. Et, et voilà. Donc il n'y a pas eu de cassure. Le changement, il est juste venu dans un. Je n'ai pas changé de comportement. Ça a été une bascule dans le fait d'endosser qui j'étais, cette façon d'être. Trop Tu as chouette. assumé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, on va dire une pub pour yaourt, Mm. tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, t'as laissé quelque chose, tu l'as laissé traduire à l'extérieur de toi en fait, et dans tes choix, dans Alors, les faits, et dans ce que tu... je l'ai toujours laissé sortir de moi, et je l'ai toujours mis. J'ai toujours été quelqu'un de passionné, d'émotive, de très 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 sensible. Euh, Mm. Je ne pouvais pas retenir ce que je pensais, je ne pouvais pas retenir mes émotions. Enfin, tout ça, ça a toujours été en réalité. Sauf qu'avant, peut-être que je le vivais comme quelque chose de différent et de pas assez. Je n'étais pas Mm. assez ou forte pour cacher mes émotions. J'étais trop ou pas assez. En fait, il y avait toujours cette bascule de finalement trop ou pas assez, jusqu'au jour où je me suis dit, mais non, mais c'est génial en fait. Moi, je suis comme ça et c'est un trésor d'être comme ça. Donc, je continue à être peut-être d'un point de vue extérieur trop ou pas assez, mais ça me convient parfaitement. Je me sens plus différente, plus du tout. Et tu te souviens de qu'est-ce qui t'a permis de faire cette bascule? Alors, en réalité, c'est venu petit à petit, Ah. progressivement, avec mes études de psychomotricité. Mais ça commençait, c'était vraiment le début. La vraie bascule, c'est quand j'ai écrit mon livre Mon enfant hérisson. Ça, Hmm. c'est la vraie bascule. Et finalement, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'à ce livre, je n'avais jamais posé l'étiquette d'hypersensible Ah sur moi. oui. Non, pas d'hypersensible. Je disais que au fond de moi, je me disais que j'étais très très sensible, mais je ne l'avais jamais enfin, décortiqué de cette façon-là. Hmm. Et c'est mon fils aîné qui me disait régulièrement, mais maman, t'es trop sensible, mais qu'est-ce que t'es sensible? Enfin, donc j'avais ce retour, mais c'était le seul qui posait le mot Ouais. sur mes comportements, on va dire. J'avais jamais entendu ça, même. Je voyais bien que c'était différent dans ma famille. Je suis la troisième de trois filles, donc je voyais bien que j'étais différente.
Je voyais bien que parmi mes amis, j'avais une façon d'être qui était un peu différente. Il y avait quand même des choses, même si on retrouve, évidemment, souvent on se met aussi avec des amis hypersensibles, enfin, on a des sensibilités qui nous Mhm. rapprochent, mais avec des expressions différentes, parce qu'il y a autant de personnes hypersensibles, enfin de formes Ouais. d'hypersensibilité que de personnes hypersensibles. Donc c'était à chaque fois très différent. Mais quand j'ai écrit ce livre, qui était une commande de ma maison d'édition, ça s'est allumé en moi, mais tout s'est mis à vibrer en me disant, mais déjà, je parlais de mon fils, je parlais pas d'un enfant hypersensible. Pour moi, c'est venu tout de suite le hérisson et je parlais de mon fils. Et puis, pour parler de mon fils, bah, il fallait que je parle de moi, enfant. Mhm. Et toutes les petites graines que j'avais plantées Mhm. lors de mes études, qui était la formation de psychomotricité, on a un très gros bagage de psychologie, de psychiatrie, enfin, tout sur de neuroanatomie, de neurophysiologie, donc tout ce qui est le système nerveux, le cerveau, la composition du cerveau, comment on réagit intérieurement, etc. Donc, comment sont provoquées les émotions, comment ça se véhicule en nous avec l'environnement et puis les tempéraments de chacun, etc. Tout ça, moi, j'ai beaucoup de cartes dans mon jeu. J'avais appris tout ça. Je l'ai appris, même si on ne parlait pas du tout d'hypersensibilité à l'époque. Et à l'époque, il n'y a pas si loin, enfin, je veux dire, ça date d'il y a 20 ans à peu près. J'ai été diplômée en 2002. Et donc, à cette époque-là, on n'en parlait pas du tout, du tout. Et avec tout ça, j'avais beau avoir toutes les cartes, ça s'était pas du tout imposé à moi. Par contre, lors de l'écriture de ce livre, ça a changé mon regard sur le monde, mais Ouais. complètement. Et le Et tu point de crois que... bascule, au final, il est là. Donc, je n'ai pas changé ma façon d'être, j'ai changé la façon de me percevoir. Ouais, c'est ça. Mm. Et c'est ce que permet cette étiquette. Aujourd'hui, c'est très décrié, Oui. hein, les gens veulent se coller des étiquettes, nanani, tu vois, Mm. c'est beaucoup hein, ce qui est dit. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça t'a permis plein de choses. Ah oui. Ah bah C'est ça. ça Ouais. m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, comment je réagissais, pourquoi je réagissais comme ça, qu'il n'y avait aucune honte à avoir, à beaucoup pleurer, à avoir des émotions très fortes. J'ai le souvenir un moment pendant mes études, sur la fin de mes études, j'avais une envie au niveau du sujet de mémoire et j'étais mais exaltée. Enfin, j'ai le souvenir c'est comme si je comprenais quelque chose, je l'attrapais, il fallait, et j'étais vraiment, c'était pas juste excitée, mais ça devait être vraiment intense. J'ai une de mes amies proches qui m'a dit, Steph, calme-toi. Et alors que j'étais pas du tout, hein, mais Ouais. je pense qu'intérieurement, je sais pas, je vivais quelque chose d'intense et ça l'a dérangée parce que c'est quelqu'un qui, elle, au contraire, ne montre pas grand-chose, qui parvient très très bien à analyser ce qu'elle ressent, à réussir à mettre, enfin, elle a une force aussi en elle. C'est pas juste qu'elle balaye sous le tapis. Loin de là, elle a une force en elle très de l'ordre de la diplomatie, où l'émotion qu'elle va ressentir, elle l'analyse et elle la met un tout petit peu de côté pour être dans la relation et pour pouvoir aller nouer et on va dire coudre un petit peu. Ah, c'est marrant parce que c'est son nom de famille en plus. Euh, Ah, coudre quelque chose de l'ordre du vécu, de la réalité, du présent et de ce qu'elle ressent. C'est une force assez forte et c'est une force qui est assez belle. Euh, et moi qui débordais, je savais pas quoi faire de cette émotion intense, bah, ça l'a dérangée. Et c'est la première fois que j'avais un regard extérieur bienveillant. Il était bienveillant, c'était pas du tout quelque chose de pas sympa, mais qui me disait, ouh, calme-toi, cocotte, là, ça va c'est pas un du tout. petit peu trop. Tu fais un peu peur, parce qu'en fait, c'était ça. Je pense que je faisais flipper. En plus, moi, j'ai vite les yeux qui...
Qui fixe. Donc, Ouais. qui fixent, grandissent. J'ai certains de mes patients, quand je leur parle et que je suis vraiment impliquée dans la conversation, je dois avoir vraiment, je pense que je fais des grands yeux, je ne sais pas comment je fais, parce que moi, je ne me rends pas compte, mais les patients me regardent puis ils font. Les neurones miroirs. Et là, je fais, oh là! Donc, j'essaie d'apaiser mon regard. Mais voilà, donc je pense qu'il y avait une intensité qui était mal gérée. Et du moins, je la gérais comme je pouvais et qui pouvait mettre les autres, non pas en difficulté, mais mal à l'aise, quoi. Mm. Mais alors déjà, merci parce que ça montre aussi à quel point il y avait déjà des indices. Mm, Cette intensité, tu fais bien la nuance, tu fais bien la différence. Aujourd'hui, tu restes quand même qui tu es mm. en le montrant et tu t'essayes pas de cacher. Qu'est-ce qui a changé euh, qui fait qu'aujourd'hui, ça te rend peut-être toi plus mal à l'aise, plus du tout, de rendre peut-être les autres mal à l'aise par cette intensité, parce que tu ne la coupes pas, cette intensité. Je ne la coupe pas, mais probablement que j'ai réussi à la sublimer un peu pour en Mm. faire quelque chose euh, de plus facile à recevoir. Ah, Comment? génial. Ah oui, comment? Ça va hyper intéresser, Ah enfin, tu vois, ouais, forcément, les gens qui nous écoutent, j'en suis certaine. ah, c'est clair. Bah, moi, ce qui a un peu changé ma vie d'hypersensible, c'est la découverte des fleurs de bac, très Mhm. clairement. C'est du quotidien pour moi de pouvoir les utiliser. Je ne dis pas que j'ai un flacon tous les jours, enfin que j'ai une composition tous les jours, mais évidemment, j'en ai un aujourd'hui qui est pas très loin. Euh, et je m'en fais régulièrement. Et ça, c'est vraiment, vraiment venu apaiser mon intensité émotionnelle. C'est-à-dire j'ai toujours cette intensité, mais j'arrive à beaucoup mieux la gérer pour la partager. Je la Mm. partage beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Dans le choix de mes mots, dans probablement aussi ma communication non verbale, euh, dans ce que je décide aussi de partager ou pas, là où je pouvais pas du tout décider avant, ça sortait brut de pomme. Aujourd'hui, je pense que j'enlève, je peux faire des quartiers, quoi. C'est ça. C'est pas complètement, c'est pas du tout complètement maîtrisé, mais j'arrive à mettre plus de subtilité à mon avis. Ouais. Et très Peut-être clairement, que... les fleurs de bac m'ont Ouais. énormément aidé. Il y a d'autres choses, mais ça a été le plus fort, le plus Ouais. facile. Peut-être que c'est le moment aussi que pour les auditeurs et les gens qui nous voient, qui nous regardent, de te présenter parce qu'en fait, donc, tu es psychomotricienne. Alors, So- voilà. Vas-y. Bon, de formation, je suis psychomotricienne. Je me suis ensuite formée à la sophrologie. Je suis aussi conseillère agréée en fleurs de bac. Sur tout ça, je me suis mise à écrire. Donc, je suis autrice de livres autour de la parentalité qui est toujours avec l'axe de la gestion émotionnelle pour des enfants. Et puis, j'ai écrit aussi pas mal d'albums pour enfants, Mm. toujours avec cet axe des émotions, parce que c'était déjà le sujet que je voulais, qui mettait beaucoup d'intensité, le sujet que je voulais pour mon mémoire. Voilà, à l'époque, donc il y a toujours eu cette trame. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, alors que je pars de la psychomotricité, de toute façon, qui se traduit, qui s'exerce de vraiment de différentes façons. Mais moi, j'ai réussi à, par le biais de cette porte-là, Mm. de venir mettre le monde émotionnel au premier plan, quoi que je fasse. Et derrière, j'ai créé une Mm. méthode qui s'appelle Secure Inside et qui est une méthode d'enveloppement qui vient vraiment travailler sur la sécurité intérieure, Mhm. plutôt des enfants, mais je le fais aussi avec des adolescents et des adultes. Et c'est vraiment mon fil conducteur professionnel. C'est Et ça. ça, c'est la partie, je dirais pas juste pro, parce que ça m'anime tellement mes pensées au quotidien, où que je sois, que c'est une grande partie de ma vie. Mais je suis aussi maman de trois garçons avec des écarts d'âge assez forts, parce que mon aîné a 21 ans, mon ancien bébé a 15 ans, et puis j'ai un tout petit chou qui a 3 ans et demi. Donc voilà, et puis je suis aussi maman, je suis belle maman, je suis belle-mère de deux jeunes filles Ouais. depuis Ah très ouais. très longtemps. Mm.
Grande famille, quoi. Oui. Ouais, Avec chouette. plusieurs. Déjà, merci pour ta présentation, trop Mm. chouette. Et je rebondis aussi sur, parce que c'est aussi ton fil moteur et conducteur dans ta vie, euh, toute cette multiplicité de facettes. Alors, on va partir sur les enfants, mais on peut Mm. faire l'analogie sur les ados, sur les adultes. Euh, toute cette, tous ces différents profils finalement, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de faire en fait des va-et-vient sur tes considérations et reconsidérations pour accompagner tes enfants? Alors, de toi, à qui t'as donné naissance, tes belles-filles, parce qu'il y a aussi un écart d'âge, peut-être un écart de genre. Enfin, je connais pas l'intérieur de ton métier, comment tu les accompagnes, mais qu'est-ce que tu as pu voir comme gros changement par rapport à tes débuts et qui t'a permis vraiment de nourrir et de continuer à aimer aussi ce que tu fais? Gros changement dans ma vie personnelle qui a un impact sur ma vie professionnelle? Ou Ou- et vice-versa, ce que tu as pu observer, génération des enfants de 20-25 ans, qui aujourd'hui 20-25 ans, et tu as un petit bout aujourd'hui de 3 ans. Ce gros changement-là, est-ce qu'il y en a eu? Alors Ouais. oui, il y a un changement qui est assez fort, je trouve, mais qui est... alors, c'est compliqué à dire parce que c'est vraiment mon prisme. C'est la Oui. considération du monde émotionnel de l'enfant. Mm. Mm. Ça, c'était déjà le cas, on va dire, pour mon aîné qui a 21 ans. C'était déjà, enfin, c'est pas qu'on commençait parce que, voilà, c'est Françoise Dolto qui est venue changer un peu tout ça. Donc, c'était pas hier non plus. Néanmoins, ça a commencé, moi, quand j'ai commencé à exercer, j'ai été diplômée en 2002. J'étais en cabinet libéral en 2005, l'année où en 2005, en fait, j'ai été maman. Et j'ai ouvert un cabinet libéral. Donc, c'était vraiment voilà, la révolution un peu dans ma vie. Et à partir de là, on va dire que l'aspect émotionnel, c'était pas si évident. C'était, c'était pas comme aujourd'hui. Mm. Pourtant, c'était il y a 20 ans, c'était il y a quelques années, mais c'est pas très lointain. Et c'était pas du tout comme aujourd'hui. On en parlait très peu. Moi, c'était déjà ce qui m'animait, mais je faisais quand même de la psychomote classique. C'est-à-dire, quand on venait me voir, c'était Mm. pas pour les émotions. On venait pas me voir pour des colères. On venait me voir pour des difficultés de gestes d'écriture. On venait me voir pour des problèmes de représentation dans l'espace. On venait me voir pour des aspects ou de motricité fine, enfin, pour des aspects très psychomotes. Et c'est moi, au fur et à mesure, euh, si on m'avait dit à l'époque, ah, tu vas vraiment travailler uniquement sur les émotions, je me dis, bah, comment je vais faire pour remplir un cabinet avec cette demande? Enfin, vraiment, comment fait-on? De quoi? Et au final, ça s'est tissé Ouais. tout seul. C'est-à-dire que c'est ce que j'aimais faire. Petit à petit, j'ai commencé à inventer un peu ma pratique. La psychomote classique, j'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais c'était pas voilà. Ce n'est pas que j'aimais pas, c'est que c'était pas assez nourrissant pour moi. Mm. C'était, Oui. j'étais pas animée. Je savais très bien le faire, parce que je suis en gros une bonne élève, donc ce que j'apprends, je peux bien l'appliquer, mais ça m'épanouissait pas plus que ça. Mais j'ai cet appel du monde émotionnel de l'autre qui me titillait beaucoup. Donc moi, j'allais chercher ça déjà Mm. avec tous mes patients. Et puis progressivement, c'est ce que j'ai vraiment tiré comme fil, c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis progressivement, évidemment, quand on fait ça, on a la patientèle en retour, c'est-à-dire que ça commence à se Ouais. savoir. Les gens en bouche à oreille ou les médecins nous envoient en fait des patients qui correspondent à ce que l'on souhaite travailler. Et puis ça s'installe. Et puis après, un jour, j'ai fait le choix. J'ai décidé, j'ai dit, je ne prends plus de patients en psychomote classique, c'est fini. C'était il y a quelques années. C'était un peu, j'ai le souvenir de me dire, waouh, de l'annoncer à mes collaboratrices, Mhm. parce qu'on est trois psychomotes au cabinet, et leur dire, bah, c'est simple, à partir de maintenant, je ne fais plus de bilan. Je ne travaille plus en psychomote classique. Toutes ces demandes, c'est pour vous. Moi, ce n'est que le travail autour de l'apaisement des émotions. Mm. Et c'était un peu un plongée, ça paraît rien, mais en réalité, Ouais. c'était vraiment un tournant assumé. Mais c'était ça qui m'animait, j'avais plus envie de faire autre chose.
Et à partir de là, bah, tout, c'était parti, quoi. Ouais, Ça s'est vraiment axé que là-dessus. Et j'ai pu plonger encore plus. J'étais déjà dans le monde émotionnel de l'enfant. Et là, j'ai pu plonger, mais complètement dedans et écrire dessus et le vivre au quotidien, non-stop. ouais. Ça aussi, c'était une bascule finalement. Oui, ça, c'était une bascule. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que le métier de psychomote? Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas clair. Oui, bah, Et, et- c'est un métier paramédical. ouais. C'est un métier où on fait très souvent de la rééducation. Donc, on fait en sorte, c'est-à-dire qu'on essaie, c'est des personnes, des enfants, très souvent la psychomote, c'est avec les enfants, qui n'ont pas toujours tous les outils pour utiliser l'environnement correctement. Ça peut être parce il y a un manque de tonus dans les doigts, ça peut être parce qu'il y a une mauvaise représentation de l'espace, ça peut être dû à des difficultés attentionnelles. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont faire que Mm, on n'est pas toujours, on est tous pas complètement adaptés à l'environnement. mhm, Et on a besoin plus ou moins d'un coup de pouce ou pas. Bon, bah, avec en psychomote, on aide l'enfant à s'exercer, à s'adapter à son environnement. Là mm, où on peut faire le parallèle avec les personnes qui connaissent le métier d'ergothérapie, mm, ça peut être la même finalement. Pour la même indication, on va avoir des approches soit complémentaires ou en tout cas en opposé, c'est-à-dire que en ergothérapie, on vient adapter l'environnement à la difficulté de la personne, là où nous, on fait en sorte de développer des capacités qui vont être un peu faibles ou un peu, enfin en difficulté en tout cas, pour venir s'adapter à l'environnement. Donc, c'est deux approches qui sont opposées quelque part, parfois complémentaires, qui est toujours lié à l'environnement. Ce qu'on va ouais, demander, on va prendre l'exemple de l'écriture. Bon, bah, quand on apprend à écrire, il y a des enfants qui vont être par exemple dyspraxiques ou sans qu'il y ait une dyspraxie, qui vont avoir des difficultés, quelles qu'elles soient, mais en tout cas dans le geste d'écriture. En psychomote, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer la motricité fine et on va faire en sorte que le geste graphique devienne du plaisir pour réinvestir le geste graphique, donc l'écriture, là où une ergothérapeute va favoriser l'utilisation du clavier, mm, pouvoir écrire mais différemment. mm, Voilà. c'est ça. Et alors, du coup, comment les émotions interviennent dans Oui. l'environnement? Tu vois, Alors, c'est j'ai pas, intéressant. oui, parce que j'ai pas fini ma présentation de Euh, psychomote. C'est moi Ah qui, comme non, mais d'habitude, on va un peu aime, trop ah, loin. mais c'est super, C'est hein, tout va on bien. aime. c'est que dans la psychomotricité, il y a aussi, il y a l'aspect rééducatif, mais il y a aussi l'aspect thérapeutique. Donc, ça va être la thérapie, mais par le corps. Mm, On part du corps pour aller mieux, pour reprendre confiance en soi. Ça peut être très souvent en psychomote, c'est des mouvements dans l'espace, ça va être de la relaxation, ça va, voilà, on va utiliser le corps pour être dans cette forme de thérapie. Là où moi, je suis partie dans la relaxation, mais en réalité, pour tout dire, j'aimais pas la relaxe. Même quand, parce que quand on fait une formation psychomote, on a des heures et des heures de cours de relaxation. Et en plus, nous, c'était lundi matin de 9 à 12. On T'as bien arrivait, bon, ça, placé. c'était assez sympa parce qu'on arrivait le lundi matin, on arrivait dans une salle avec des tatamis et on allait chercher une couverture, un oreiller. C'était ça notre lundi matin, c'était plutôt cool. Mais moi, je m'endormais à chaque fois. Enfin, j'étais Ouais, ouais. pas du tout disponible pour ce genre de cours. C'était Puis la façon dont on nous l'enseignait, c'était vraiment pas ce que j'aimais. Et donc, ça matchait pas du tout. On a besoin d'être un peu passionné, souvent quand on est très sensible pour pouvoir adhérer à quelque chose. Bon, bah là, ça matchait pas du tout. Donc, ça me passait complètement à côté. Néanmoins, j'ai tout de suite senti que c'était cette relation à l'autre en cabinet, enfin, avec mes patients que j'aimais. Donc, j'avais envie d'en faire quelque chose. Euh, mais il fallait que je l'invente parce que bah, j'ai pas aimé ce qu'on m'a appris, donc j'ai pas bien appris. Et Mm, puis, euh, et puis ça m'intéressait pas, donc j'allais pas faire un truc qui m'intéressait pas. Et donc c'est comme ça que je suis partie à essayer d'inventer ma méthode, mais c'est venu complètement, j'ai pas réfléchi, c'est venu naturellement. Un jour, j'ai eu envie d'envelopper un enfant, je lui ai demandé s'il était d'accord, je lui ai dit qu'on allait explorer quelque chose ensemble.
Je savais pas trop ce que ça allait faire, mais j'avais envie de faire ça, ça me paraissait être bien. Et Mm. puis, bon, j'avais vécu des expériences aussi pendant ma formation qui m'ont un petit peu amené là en réalité. Mm. Et je l'ai fait, j'ai adoré. Et j'ai le retour de l'enfant, je lui posais plein de questions, t'aimes Mm. bien, ça fait quoi? Et puis en fait, c'est devenu ma méthode. Et je l'ai peaufinée au fur et à mesure des mois. Et très vite, c'est devenu ma méthode Secure Inside, que je nomme aujourd'hui comme ça, qui a toujours été comme ça dans ma tête, mais je l'assumais pas plus que ça. Mm. Bah oui, parce que Euh, nous, on s'est rencontrés en formation, puisque oui. Mm, tu m'as formée en tant que sophrologue à l'approche spécifique en sophrologie des enfants, mm, et tu nous avais fait découvrir, mais oui. tu le nommais pas comme Non, ça. je le nommais pas. Et Mm, en effet, nous, on l'avait pratiqué et c'était vraiment chouette en tant mm, qu'adulte. mm. Mais je le fais aux adultes. Ce que je C'est faisais ça. aux enfants parce que je n'osais pas spécialement le faire Ouais. aux adultes, je le faisais aussi aux adolescents. Mm. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu aussi un tournant là, il n'y a Mm. pas si longtemps que ça, et où aujourd'hui, je le fais vraiment aux adultes. Mm. Et Pourquoi comment la t'osais pas sophrologie... avant? Ah ouais, vas-y. Ah, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Pourquoi t'osais pas avant le proposer aux adultes? Parce que c'est quand même un vécu particulier d'être enveloppé Mm. fermement. C'est pas du tout un petit enveloppement, c'est assez ferme, des épaules jusqu'aux pieds. C'est un pack sec, on appelle Mm. ça comme ça. Et c'est pas, ça vient quand même chercher l'autre quelque part. C'est une forme de régression, c'est lâcher prise parce que évidemment on peut bouger si on force, mais il faut forcer. Donc c'est une forme de lâcher prise, c'est pas évident. Et j'étais pas sûre d'avoir envie d'emmener l'autre là-dedans. L'autre enfant, et enfin l'autre si c'est un enfant, oui, parce que je sais qu'il y a la confiance. En Mm. fait, Mm. il n'y a pas beaucoup de jugement chez l'enfant. Il y a une adhérence à ce qu'on propose à partir du moment où le lien émotionnel, j'ai envie de dire, se fait en tout cas dans la relation. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je vais sentir assez vite si l'enfant est OK ou pas. Pour les enfants qui sont moins OK, de toute façon, je le dis toujours, même pour les autres, que rien n'est obligatoire, que s'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, surtout qu'ils me le disent parce que on dessert, on enlève, il n'y a aucun Mm. problème. Enfin, tout ça, j'accompagne. Je demande toujours avant de poser mes mains. Ce que je Mm. faisais pas forcément avant. Je le faisais de façon naturelle. Aujourd'hui, je vais toujours demander est-ce que je peux poser mes mains sur ton visage je- pour montrer à l'enfant en fait il a le choix. Mm. À n'importe quelle Ouais. étape, il a le choix de dire oui ou non. C'est lui qui décide, c'est son corps. Et ça, c'est super important de Mm. pouvoir renforcer ça. Et je suis heureuse de pouvoir, à un moment donné, déposer ma petite pierre sur le chemin de l'enfant pour dire, tu sais quoi, c'est ton corps, c'est toi qui décides. Ouais. Et ça, on doit tous le rappeler à nos enfants. Mais dès qu'on peut le faire, il faut le faire. Parce que Mm. c'est tellement important. Mais c'est vrai qu'avant, on n'entendait pas forcément tout ce qu'on entend Mm. aujourd'hui et on ne l'avait pas en tête, tout simplement. Je Ouais. me le disais pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon approche, c'est que Ouais. l'enfant se rende compte que vraiment, c'est son corps, c'est lui qui décide. Mm. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait tilter aussi sur nous, les profils neuroa qu'on rencontre et qu'on accompagne. Donc, c'est plutôt adulte. Notre rapport au corps, c'est soit il y en a un, soit il n'y en a pas. Et quand il n'y Mm. en a pas, on ne cherche pas à l'avoir. Oui. Il a beau le savoir, on ne veut pas y aller. Oui. Et il y a vraiment, je pense que ce que tu dis là, continuer à proposer à l'enfant s'il est d'accord, à dire ok, on peut arrêter à tout moment, c'est ton corps, ça Mm. t'appartient. Euh, on fait peut-être partie, nous, d'une génération où, comme on ne l'a pas entendu et qu'on nous a imposé des choses et qu'on ne comprenait pas d'où ça vient, en fait, tout simplement, euh, qu'aujourd'hui, en fait, on est vachement réticent à à une approche, en tout cas, à ce que quelqu'un qu'on connaît pas nous touche. Mm. Euh, En tout cas, peut-être qu'Annabelle, tu pourras apporter une différence. Moi, les profils que j'accompagne, on va être plus sur THPI et TSA, donc avec un bon grain d'autisme. Mm. Le corps, s'il est touché, c'est par couverture lestée, vêtements qui serrent, enfin, quelque chose de choisi et pas forcément par un autre humain. Et Oui. si c'est un autre être vivant,
c'est par un animal où on sait qu'il y aura une confiance en fait, parce que Oui. pourquoi un animal irait nous trahir, et pourquoi une couverture lestée irait nous trahir, tu vois? Mm. Et on a souvent en off cette discussion avec Annabelle. Moi, j'aimerais être une. Je crois que je le dis à chaque fois, il faudrait que j'arrête. J'aimerais être juste une tête, tu vois. Parce que mon corps, il est de trop. Mais quand je rencontre la bonne personne au bon moment, je me dis, ah ouais, quand même. Tu vois. Et alors, Mm. moi, ce truc serré dans tous les sens, faudrait que je l'observe hein, Mm. longtemps chez les autres. Euh, Mais bah déjà, pour les personnes qui nous écoutent, merci de le mettre en avant, parce que c'est possible aussi pour les adultes, euh, aussi d'avoir un consentement quand on est Oui, adulte, mais oui. pas Mm. que pour les enfants, et que Mm. c'est possible de se rabibocher aussi avec tout ça, Oui, reconstruire, rabibocher tout et à fait. d'être plus serein. Oui. D'ailleurs, jusqu'à il y a peu de temps, je le mettais pas sur mon site internet. Bon, parce que par aussi tellement de choses à faire, ça faisait partie de ma to-do list de remettre les choses en ordre, etc. Néanmoins, j'ai mis du temps à le faire et à l'assumer. Mm. Alors que c'est ce que je fais dans toutes mes séances. Hein. Je veux dire, Incroyable. sur 50 séances, je vais le faire 47 fois, quoi. Donc, C'est ça. c'est quand même, c'est énorme. C'est pas du tout anodin. C'est toute ma pratique, mais ce n'était pas dit sur mon site, par exemple. J'expliquais juste que j'étais sophrologue et c'est tout. Alors que c'est même pas de la sophro classique. C'est Ouais. vraiment, je m'inspire de la sophrologie, je m'inspire de la psychomotricité, enfin de la relaxation. Je m'inspire de la sophrologie pour partir sur, et je m'accroche à mes deux titres. Je ne suis pas juste thérapeute comme ça, non, je suis psychomotricienne, je suis sophrologue, même si ça n'a pas une grande reconnaissance, mais en tout cas, on sait ce que c'est. Je peux même dire que je suis diplômée pour donner des forces de bac, en tout cas, voilà, je suis conseillère agréée par la Fondation BAC. Mais tout ça, sont juste des petites étiquettes pour comprendre qui je suis. C'est comme avec des œufs, de la farine et puis, et puis du lait d'avoine. On va faire un cake, mais en fait, tu sais pas ce que tu veux avoir. Voilà. C'est ça, sont juste des ingrédients Mm. qui me permettent de pratiquer aujourd'hui. Et ma pratique, c'est vraiment d'aller renforcer la sécurité intérieure de mon patient pour renforcer la confiance en soi, booster l'estime de soi et Mm. apaiser le monde émotionnel. C'est ça. Et comment la sophrologie est arrivée, parce que donc psychomote, Mm. à un moment donné, tu parles au sein de ton parcours de formation de psychomote, la relaxation, hein. Bon, la sophrologie n'étant pas que de la relaxation, mais comment la sophrologie est arrivée dans ton parcours? Alors, je vais essayer de remettre vraiment en ordre. Dans toutes ces heures de relax, il y a eu un moment, on a eu un cours avec de la sophro et Mm. je me suis dit que ça avait l'air pas mal parce que c'était de la visualisation et j'aimais bien. Je trouvais ça intéressant. J'aimais bien l'aspect visualisation. Même si en réalité, pour être honnête, je m'étais endormie le jour où on l'a faite. Mais je m'en souviens très bien parce que tout le monde s'était moqué de moi. Parce qu'avant de le faire, tout le groupe bienveillant, mon groupe de classe, très sympa. Mais on était je sais pas combien. Et enfin, quand je dis je sais pas combien, on était nombreux. Hein. Et je sais pas, une quarantaine de personnes. Et tout ce groupe, au final, donc on reçoit, on nous dit, bon, bah voilà ce qu'on va faire, et le sophrologue nous explique. Alors d'abord, on va faire ça, on va faire la sophronisation de base, donc toc toc toc, où c'est un scan corporel, et puis après, on va faire une visualisation, et je vous explique la visualisation, ça va être ça, 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 puis après, on va faire un retour avec la respiration, etc. Ok. Et puis, on s'allonge. Donc, le scan corporel, enfin, la visualisation, comment dire, la sophronisation de base, OK. Et puis, après, pour moi, les respirations, on revient. Je sais pas pourquoi il a fait qu'une partie. Et donc, vraiment, puis j'entends, donc, comme à chaque fois, après une pratique, il y avait le retour de tout le monde à peu près qui voulait parler.
Et puis donc, ah, c'était super, j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Je me dis, mais de quoi parle-t-il? Et puis j'ai dit, mais je lève la main et je dis, attendez, vous avez fait, Hein. ouais, vous avez fait de la partie, et sans avoir la moindre conscience que je m'étais endormie. Enfin, j'étais partie un peu trop loin. Je n'avais pas complètement endormi, mais en tout cas, j'ai décroché, quoi. Et là, j'ai le souvenir d'un ami, enfin, surtout enfin, mes amis autour, mais d'un ami qui explose de rire et qui se moque de moi en disant, bah dis donc, c'est pas pour toi, quoi. Et au final, bah, ça a été complètement pour moi. Peut-être Ouais. que c'était un signe, mais un signe assez rigolo, parce que je me souviens très bien de cette première rencontre. Et suite à ça, ça c'était en dernière année de psychomote, c'est 3 ans la psychomotricité. C'était une année pas évidente pour moi sur le plan personnel, mais en réalité, on était tous en thérapie à cette période-là. En psychomote, c'est une formation qui est puissante quelque part. Ça vient nous chercher assez loin. On fait beaucoup de pratiques, beaucoup de travail sur nous. Enfin, on a des heures entières de psycho, de psychiatrie, on est baigné dans qui l'on est, ce que l'on montre à l'autre. Enfin, aujourd'hui, je crois que c'est un peu différent parce que il y a beaucoup plus de personnes, etc. Mais à l'époque, il y avait vraiment énormément de pratiques. Et Mm. donc, ça venait nous remuer. Et on était, mais pour les 3 quarts, on a commencé une thérapie en troisième année de psychomote. Bon, parfois un peu plus tôt pour certains. Mais donc, moi, je suis partie en thérapie cette année-là, enfin, cette dernière année, et avec une psychologue, psychanalyste qui était sophrologue. Et ça a été pour moi, mais c'était génial, quoi. Ça a été une chance incroyable, hein. Et donc, j'ai fait toutes les semaines de la sophro. Et en 2 séances, moi qui pleurais toujours, tous les jours quasiment, mais pour tout. C'est-à-dire que à l'époque, je regardais encore la télé. J'avais une télé chez moi, j'étais étudiante et je regardais la télévision. S'il y avait une pub un peu jolie, je pleurais. J'étais émue, je pleurais. C'était normal, un peu chiant quand même, mais normal pour moi de pleurer en regardant la télé. Enfin, et c'était aussi bien parce que j'étais touchée que parce que je trouvais, enfin, touchée dans le point positif, je trouvais ça beau, que parce que ça me remuait, je trouvais ça triste. Enfin, je faisais l'ascenseur émotionnel et je pleurais, je pense bien, tous les jours. Et donc, quand on pleure tous les jours, on est fatigué. Mm. C'est très fatigant de pleurer. Et donc, je portais un petit peu ça et avec la sophro, mais vraiment en 2 séances, j'ai arrêté de pleurer. C'est-à-dire que j'étais toujours touchée, mais je me dis, mais c'est dingue. Alors au début, je me suis dit, ok, c'est la chance du débutant, ça me faisait un peu ça. C'est comme quand on va au bowling pour la première fois, on fait 3 strikes. Enfin, donc je me disais, ok, ne t'emballe pas, cocotte, ça va durer 3 semaines, puis après tu vas rechialer tous les jours. Donc, eh bien non, ça s'est arrêté net. J'ai Mais ça arrêté. t'a pas coupé les robinets. Non, c'est-à-dire que Ah, voilà. j'avais toujours l'émotion, mais c'était plus débordant. Donc je me Ah, mettais c'est ça la plus différence. à Ok. voilà, donc je me mettais plus à pleurer parce que j'étais touchée et j'étais toujours touchée quand il y a quelqu'un qui gagnait le gros lot. Enfin en tout cas, je sais pas quoi, j'ai l'émission en tête, je le dirai pas. Un truc à la con. Bref, donc dès qu'il y avait quelqu'un qui gagnait, avant je chialais comme si c'était moi qui gagnais, quoi. Donc là, je regardais et je pouvais être contente pour la personne. Peut-être que j'avais les yeux humides, mais je ne pleurais plus, ça allait pas jusque-là. Mm. Et puis, j'étais pas, si je regardais quelque chose de triste, je pouvais mettre 2 jours à m'en remettre. Ça, c'était lourd, comme Ah si ça oui. m'était arrivé à moi, en Ouais. réalité. Donc, je repartais avec cette brique sur le cœur et je mettais du temps à l'enlever. Bon, bah là, c'était plus le cas. Si je regardais un film triste, je pouvais le soir même sortir ou le lendemain être à nouveau moi. J'étais plus teintée par le film. Mm. Dire Mm. après Légende d'automne, j'aurais pu prendre un antidépresseur, quoi. J'étais complètement dans le film pendant je sais pas Ouais. combien de temps. Donc, bref, la sophrologie, ça m'a permis de sortir du... C'est pas le trop-plein émotionnel, mais c'est la surréaction par rapport à l'intensité émotionnelle. Et Mm. ça, mais quel bonheur. Donc, quand on découvre ça, bah, après, Mm. on a envie de le partager à tout le monde. On a envie de se dire, mais ah, tu sais pas à quel point c'est génial ce truc. Non, mais moi, j'ai découvert quelque chose, mais Et puis surtout, quand on se forme en sophrologie, parce qu'après, donc, j'ai eu le désir de me former,
J'ai commencé. Non, j'ai pas commencé tout de suite. J'ai été diplômée en 2002. Et ben, j'ai commencé en 2005 avec le fait d'être maman, avec le fait d'ouvrir un cabinet. Et ben, j'ai lancé cette formation. Enfin, je me suis inscrite en école de sophrologie. Et là, c'était vraiment génial parce que je me disais, mais en fait, on fait tout avec la sophrologie. J'ai l'impression que je ne serais, enfin, que je n'allais plus être malade grâce à la sophrologie. Enfin, ça m'a enfin, ouvert les yeux et l'esprit sur l'impact et l'importance des images. Mm. Et bon, évidemment, je peux tomber malade parce que je ne le travaille pas comme il faudrait, peut-être. Mais oui, ça a une puissance folle, en fait, les images. Mm. Et j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc, Et puis le corps finalement, parce que c'est aussi le lien avec ton métier de psychomote, c'est oui, qu'en sophro, on fait le lien entre le corps, le mental et la sphère émotionnelle. oui, oui, la sophro, c'est très moi, j'ai envie de dire. Parce C'est que ça. c'est un vrai mélange entre tout ce qu'on apprend aussi en psychomote, Mm, l'importance du lien entre le corps et l'esprit. mm, On ne parle pas du monde émotionnel réellement, mais en fait, c'est complètement le monde mm, émotionnel. Oui. Et puis qui l'on est, ce que l'on traverse, comment on peut l'utiliser dans le quotidien. mm, Enfin, c'est d'une richesse absolue, en fait, cette formation, ce métier, cette approche. Mm. Complètement. Mm. Et comment s'est greffée alors l'écriture? Parce que ouais, c'est ça. création, création, création. Parce que je pouvais pas faire de la sophro. Je trouvais que la sophro classique avec les enfants, ça leur parlait pas assez. C'était trop Mm. adulte. Il y a un côté trop adulte. Donc, très vite, dans l'enveloppement, il m'est arrivé un truc un peu sympa. J'inventais des histoires. Et donc, c'est-à-dire que dans mon protocole, j'enveloppe, on va dire l'enfant, donc, parce que là, on parle d'enfant. Donc, j'enveloppe l'enfant des épaules jusqu'aux pieds, je fais un massage du visage, je fais des petites percussions osseuses sur le visage, je fais des pressions bilatérales sur le corps. On fait 3 respirations et j'appuie sur la cage thoracique pour sentir comment est la cage thoracique et le diaphragme. Je masse le ventre, enfin, j'ai tout mon protocole. Et puis après, si c'est un adulte, je fais une séance de sophro. Donc, on va dire le scan corporel, ça parle plus aux gens, et puis une visualisation. Donc, mais pour les enfants, j'allais pas faire ce scan corporel. Pour moi, l'enveloppement, c'est de l'ordre du scan Déjà. corporel, Mm, mais dans le Mm. vécu, vraiment. Donc, je voulais partir juste dans la visualisation, mais j'avais envie d'en faire un truc un peu sympa, adapté aux enfants. Et c'est venu tout seul. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Là où j'ai été tellement connectée, c'est que je me suis enregistrée. Mais quelle bonne idée. C'est que je m'allongeais à côté de l'enfant. Donc, l'enfant, en fait, est sur un. À chaque fois, je prends un matelas, je le mets au milieu de ma pièce. Et donc, ça se fait vraiment à hauteur de. Enfin, je suis au sol, on est au sol. Et donc, je m'allongeais à côté de l'enfant. Donc, moi, plus basse, parce que je n'étais pas sur le matelas, j'étais vraiment par terre sur la moquette. Mais je me mettais à peu près visage pas très loin. Et puis, j'inventais une histoire Mm. en m'enregistrant qui avait un lien avec le besoin de l'enfant. Donc, si l'enfant venait pour un problème d'endormissement, de cauchemar, de peur, de manque de confiance en lui, de colère, enfin, quel que soit en fait le fil, j'ai inventé une histoire. Et comme ça, j'ai inventé des histoires, ce qui était sympa, franchement. Parfois, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Parce que c'était one shot. Donc, je vais être bien connectée. Parce que ça. Et je m'enregistrais. Et suite à ça, je les tapais. Enfin, je les réécrivais. Donc, j'avais mes histoires. Et celles que j'aimais vraiment bien, bah, je les réutilisais. C'est-à-dire que je les Mm. reprenais, je les réutilisais. Et j'avais comme ça une vingtaine de visualisations, donc d'histoires sophroniques, de balades. Voilà, il y a différents noms, mais ça reste des visualisations. Et j'avais très envie d'écrire un livre. Et j'arrêtais pas de me dire, mais j'ai envie d'écrire une petite relaxation contre les colères avec un visuel très marqué, etc. Et donc j'avais confiance en soi, colère, peur et puis accompagnement autour de la nuit, fin du sommeil. Et j'avais ça en tête et j'en parlais beaucoup autour de moi avec mes amis. Et une amie, elle n'arrêtait pas de me dire, ah, faut que je te présente un tel, je suis sûre qu'il peut t'aider, je suis sûre qu'il peut t'aider. Ça a duré 3 ans. Donc, et moi, écrire un livre, enfin, à cette époque-là, c'était réservé à des élites enfin, j'étais pas.
Je me disais, mais j'étais bonne en français, mais sans plus, quoi. J'étais pas la meilleure. Pour moi, il fallait être la meilleure en français, il fallait avoir des... Enfin, je sais pas ce que je me mettais comme, on va dire, pensée limitante, mais elles étaient assez fortes. Et puis surtout, je, je m'étais dit, ça va peut-être pas intéresser, mais j'ai toujours ce truc, j'avais envie de le partager. Et puis un jour, j'ai vraiment, 3 ans après, j'ai vraiment rencontré cette personne qu'elle voulait me faire rencontrer, mais par hasard, lors d'un concert. Et elle a fait, ah, mais depuis le temps que je voulais vous présenter, Mathieu Stéphanie, Stéphanie Mathieu, attends, elle a un truc à te dire. Et ce Mathieu en question m'a mise en contact avec Marabout le lendemain, La donc deux, maison trois jours d'édition. après, la maison d'édition Marabout. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, à ce moment-là. Ils cherchaient justement quelqu'un pour autour de la relaxation pour les enfants. Et moi, j'arrivais avec le sujet. Et Ouais. surtout, tout était déjà quasiment écrit. Donc, j'ai même pas eu à me vendre. C'est vrai que j'ai le souvenir de, euh, j'ai j'ai envoyé un mail, on m'a donné le mail, j'ai envoyé un mail, mais j'étais là avec mon ordinateur en disant, ah ça y est, genre, je suis allée voir ma collègue en me disant, j'ai envoyé le mail, je lui ai lu le mail, etc. Et en fait, dans la foulée, avec mon ordinateur dans la main, j'ai eu la réponse. Et je dis, ah, elle m'a déjà répondu, ah! Et puis je regarde la réponse, J'adore. et la réponse c'était, quand êtes-vous disponible pour venir nous présenter votre projet? Et là, j'étais en panique. Je me dis, mais bah, je vais dire, je crois que j'ai donné une date 2, 3 semaines après alors que j'aurais pu y aller le lendemain. Mais j'étais pas en panique. Je me disais, mais je ne sais, enfin, qu'est-ce qu'il faut préparer? Je savais pas trop. Bon, bref, j'ai mis de l'attente pour rien. J'y suis allée et j'ai pas eu à convaincre. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, ah bah super, vous seriez prête pour quand? Enfin, c'était comme si tout était écrit et que de toute façon, c'était la continuité. Et puis, bah, suite à ça, en fait, ça a ouvert chez moi la porte de la créativité avait déjà été ouverte, mais de façon inconsciente Mm. avec Mm. ces histoires qui me venaient comme ça. Mais c'était vraiment inconscient. Là, c'est comme si on m'avait dit, bon, bah, tu vois tout ça, bah, mets un peu de lumière dessus, mets-le en conscience, qu'est-ce que tu peux en faire? T'as d'autres trucs à nous proposer? Ouais, c'était parti, mais c'était, on met tous les ingrédients sur la table et on dit, vas-y, fais un gâteau ou fais-nous un petit plat. Je dis tout ça, je ne cuisine pas. On dirait que je cuisine, Non, mais mais en tu manges des vrai, gâteaux. mais je suis très gourmande. Bon, bah, moi, c'était ma cuisine intérieure. C'était génial. Je me suis dit, ah, et il y a eu aucune, comment dire, j'ai rien eu à forcer. C'est-à-dire que Ouais. c'était comme Mm. si j'ouvrais juste une porte et que tout était disponible derrière. Donc, j'ai juste sorti ce qu'il y avait de disponible et j'en ai fait mes petits plats et c'était génial. Et c'était vraiment génial. Et ça continue. C'est moins foisonnant par rapport au début, mais ça continue. Donc là, j'ai mon dernier livre qui est Mm. sorti cette semaine. J'ai un album pour enfants qui sort au mois d'avril. Je vais écrire une petite bibliothèque qui est déjà là. La première version est déjà là. Je vais écrire la deuxième là dans le mois. Enfin, c'est en route, quoi. Bah oui, c'est sacrément en route. Parce que, donc on enregistre au mois de janvier, je le dis janvier 2026, est sorti la semaine dernière, Oui, ton 52e ouvrage. oui. Donc c'est quand même sacrément en route. Oui, oui, c'est bien en route. Je... Hein. Dans la tête de l'enfant timide, je le dis au cas Mm, où, aux éditions Marabout, justement. oui. Donc, et t'as fait plein de choses. Oui, des albums jeunesse, il y a des jeux. Oui, j'ai fait un jeu de plateau. Ouais. Qui doit s'appeler le jeu de mes émotions. Et puis des jeux de cartes aussi. C'est Donc, ouais, Tu sais, c'est en- enfin non, tu sais pas, non. Non, bah ouais. non, n'importe quoi, on se connaît pas. J'étais dans la cave de la petite enfance avant et en fait, j'utilisais déjà tes livres. Je te connaissais sans te connaître, en fait. Ah, c'est trop sympa. Et ben enfin, si tu prêtes pas forcément attention, tu dis, oh, ok, c'est quelqu'un qui revient souvent, mais bon, les émotions, c'est à la mode, donc on peut en trouver facilement, etc. Mais je pense qu'il y avait un visuel de travailler différemment sur cela. Oui, en fait, Et que, non, moi, ce que j'ai apporté de différent, quand j'ai commencé, c'était pas à la mode, en fait, les émotions. ouais. On commençait à mettre un tout petit peu le regard dessus. Il y avait eu dans le monde de la jeunesse, il y avait eu la couleur des émotions. Donc Oui, avec les entièrement. personnages trop mignons, les petits monstres de différentes couleurs. C'était ce qui était sorti, ce qui fonctionnait bien. Alors évidemment, je ne les connais pas tous, donc il y en a probablement d'autres qui étaient déjà chouettes, mais que je ne connaissais pas en tout cas. Il n'y avait que ça. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais maman.
Et surtout, j'ai été très embêtée parce qu'à chaque fois que j'ai un problème avec mon enfant, des problèmes de colère typiquement qu'on traverse, chaque fois, franchement, je lis énormément, j'allais chercher des livres et ce que j'avais à chaque fois, c'était de la théorie. Mm. Pourquoi? Parce qu'il est dans telle période de l'enfance, parce que machin. Ok, sur le plan intellectuel, ça venait nourrir un peu, mais en vrai, en pratique, dans le quotidien, ça nourrissait rien du tout. Moi, j'étais toujours avec mon gosse qui se roulait par terre dans la rue et je savais pas quoi en faire. Enfin, vraiment, c'était Claire. dur. J'avais besoin de tips. En fait, j'étais démunie, j'étais fatiguée. J'avais envie de tips. J'avais envie qu'on me dise. C'est dur, mais t'es pas toute seule. Et Mhm. puis, tiens, essaie ça. Peut-être que ça a marché, peut-être pas. Mais sinon, j'ai d'autres choses. Tiens, il y a ça, ça. En fait, j'avais besoin de boîte à outils. Je n'avais jamais trouvé de boîte à outils. Et quand je me suis mise à écrire, moi, tout de suite, ça a été, je veux donner des outils aux parents. J'ai envie que les parents puissent avoir des idées. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont appliquer l'exercice que je vais proposer. Ça veut dire qu'ils vont s'en nourrir pour Oui. inventer les leurs pour se dire, ah oui, on peut faire ça. Et puis après, ça a teinté son quotidien, des passions de chacun, et Mm. puis du système familial. Et ça va s'inscrire. Et les parents osent et inventent leurs propres outils avec tout ça. Mais il faut des supports. Et donc, c'est ça que Oui. j'ai fait. Et pour le coup, j'ai été clairement... Je ne sais pas si j'étais la première, mais j'ai été vraiment une des pionnières dans les boîtes à outils du monde parental. Et ça, c'était ma force. Bon, il n'y a pas de... Dans le monde de l'édition, il n'y a pas de brevet, on ne se dit pas, tiens, elle a inventé tel Mhm. truc. Donc, c'est vite repris et après, ça fait des petits. Et il n'y a que moi enfin, qui est au courant que je suis la maman de tous ces petits. Et Mais tous j'en nos vois plein auditeurs et aujourd'hui. auditrices. Exactement. Et clairement, j'en vois plein. Et quand je vois des Ouais. exercices qui sont repris dans des livres aujourd'hui, Mm. évidemment, ils ne peuvent pas savoir. Enfin, des gens, on a entendu parler ou Mais l'ont oui, Bien ça sûr. voyage lu, après. les auteurs, enfin, ça voyage, ça a sa propre vie. Mais en fait, moi, il y en a plein, enfin la plupart, j'ai tout inventé. Tout est venu, soit j'étais avec mon enfant et j'inventais mon truc, soit j'étais toute seule devant mon ordi et je disais, ah mais on pourrait faire quoi? Et j'inventais un exercice, j'inventais un jeu, la respiration koala, je Mm. l'ai imaginé en fait avant de le faire. Je sais très bien, j'étais à Biarritz dans un hôtel quand j'étais en train d'écrire pendant que mon mari surfait. Et clairement, cette respiration koala, ça m'est venu. Bon, bah, la respiration koala, je l'ai vue dans, je sais pas, ça a été repris et repris. Bah, c'est moi la maman de la respiration koala. Est-ce que j'ai pu m'en C'est toi servir? la maman Merci. koala. Ouais. Voilà. Et c'est comme, enfin, il y a des petites choses comme ça. J'ai le souvenir de la première fois que j'ai lu sur la personne HPI comparé à un zèbre, c'est Anne Fachin, enfin, qui est, enfin, si je le dis bien, c'est son nom de famille, mais qui est psychologue et qui a inventé ce terme. Bon, bah, aujourd'hui, tout le monde utilise le zèbre pour parler quasiment d'une personne HPI, enfin, à haut potentiel intellectuel. Et ça, si on n'a pas lu son livre, ben, on ne sait pas que ça vient d'elle, Mm, quelque mm. part. Et voilà, donc j'essaie de me rassurer de temps en temps quand je vois des choses en me disant, dis donc, tu pourrais dire que ça vient de Stéphanie Couturier. Mais la plupart du temps, je pense que les gens ne savent même pas d'où ça C'est vient. complètement Et inconscient, ouais, c'est ça. voilà. Puis Ouais. tu sais, moi je l'ai vu aussi avec les enfants que j'ai pu accompagner. Les parents achètent, mettent à dispo, ça matche pas avec les enfants. Mm. Ça après c'est aussi une autre histoire. Et moi j'ai vu, je crois que la petite fille qui m'a le plus marquée, coucou Lucille, Mhm. qui, oh là là, elle doit être adulte maintenant. Je me sens vieille. Qui en fait s'appropriait les supports. Oui. Et au bout d'un moment, n'allait plus dans les supports, mais allait dans quelque chose d'audio, où en fait se le faisait toute seule, Mm. sans Mm. adultes, sans support, sans... Parce qu'il y a déjà eu ce cheminement. Donc peut-être qu'en fait, les nouvelles personnes qui en parlent et qui illustrent, qui font des bouquins, c'est peut-être ces enfants-là Tout aussi. à Ouais. fait. Non, non, bien sûr. Évidemment, C'est magique. c'est magique parce que ça fait son chemin Mm. et c'est utilisé, réutilisé et Ouais. c'est chouette. Mm. De voir C'est chouette. l'autonomie aussi. Moi, j'ai Oui. été quand même assez ébahie là-dessus. Les Mm. enfants, franchement, faites-leur confiance. Mm. Niveau autonomie, une fois qu'ils ont pigé et qu'ils aiment, Mm. ils y vont, quoi. Il n'y a pas de restriction. Oui, oui, il n'y a pas de restriction. Ça, c'est Ouais. sûr.
Et pour les personnes neuroatypiques qui nous écoutent, parce que il y en a quand même un peu, Un peu beaucoup. un peu beaucoup, c'est quoi pour toi la place dans ta pratique, alors dans tes pratiques, ta pratique des neuroatypies? Donc, peut-être qu'il n'y en a pas, enfin, À quel peut-être qu'il y en niveau? dans tes pratiques, comment tu accompagnes? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses, est-ce que tu pratiques de la même façon? On peut mettre, je ne sais pas si toi tu mets l'hypersensibilité dans les neuroatypies ou pas. Euh, le HPI, l'autisme, le Alors, oui. TDAH, Alors, moi, je le les mettrais 10. dans la neuroatypie, puisque c'est quand même un fonctionnement du cerveau un peu différent. Un peu différent. Euh, c'est mon quotidien. En Mm, réalité, c'est plus de trois quarts de ma patientèle, les neuroatypies. Donc, je m'adresse à tout le monde de la même façon, mm, mais je m'adresse prioritairement aux personnes neuroatypiques. mm, Et très souvent, ce sont ces personnes qui vont se sentir les plus engagées, le plus accompagnées, les mm, plus aidées, parce que enfin ils se sentent compris. mm, C'est souvent mon cabinet, c'est un espace où on peut se sentir compris dans sa différence, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, de percevoir, de réagir, d'être tout simplement. Et c'est ce qui fait que il y a des enfants qui demandent 3, 4 ans après, alors soit ils se souviennent de mon prénom et ils vont me dire que ça sort comme ça. En ce moment, j'en ai beaucoup, c'est assez rigolo. J'ai envie de revoir Stéphanie. mm, Hmm. Et ça, c'est dès qu'il y a un moment où ils se sentent un peu en difficulté, où il y a mm. quelque chose qui ne va pas, ils ont le souvenir corporel d'un apaisement en venant me voir Mhm. et d'un bien-être. Et donc se dire, j'ai envie de revoir Stéphanie, et sinon, je suis la dame à la couverture. J'ai envie de revoir la dame avec la couverture. Tu t'emballes, tu fais des couvertures de livres, tu sais, il y a un petit... C'est vrai. C'est Bientôt ta marque de couverture, tiens. Ah, tiens! C'est sur ma to-do list. En bonne neuroatypique, j'ai une très grande T'as to-do une list. grande Ouais, to-do. grande. C'est un J'en ai parchemin, quoi. plusieurs en vrai. Oyez, oyez, Voilà. carrément. Et dans ta façon, moi, ce que j'ai retenu aussi depuis le début de notre échange, c'est que euh, ça va parler au neuroa. Tu apprends un protocole classique que tu sais dès le départ. Alors, peut-être maintenant un peu plus, mais peut-être avant non, Que que tu ça veux te pas. conviendra pas. Oui, exactement. Mais besoin d'aller te frotter Partir un peu, d'une, te ouais, confronter. peut-être partir d'une forme de norme Ouais. Mm, Et pour après, arriver à quelque chose de personnel. c'est ça. mm, Et ça, c'est ce qui m'a aidé dans ma formation de psychomote. C'est que psychomote, en gros, on t'explique comment travailler à peu près, comment aider les personnes, mais on ne te dit pas comment faire. mm, Ah, C'est à toi de intéressant. faire à peu près ton truc. C'est-à-dire que mm, tu sais que tu dois travailler la motricité fine. On peut vaguement te dire que d'enfiler des perles et faire de la pâte à modeler, ça aide. Mais en vrai, alors si t'es pas très créatif, enfin, ça peut être un peu chiant. Enfin, en tout cas, tu peux pratiquer de façon pas très intéressante. Et quand tu es créatif, tu t'éclates en vrai. J'ai une de mes collabs, alors enfin, elle est loin d'être juste dyslexique, mais parmi sa façon d'être, en tout cas, elle est dyslexique. Je vois bien qu'elle a une forme de créativité qui lui est propre. mm. Et ce qu'elle fait avec ses patients, mais c'est génial. Enfin, moi, j'ai envie d'être patiente avec Hmm. elle. Puis c'est d'un naturel. Enfin, elle sort trois trucs, elle fait faire des activités. Enfin, c'est normal, c'est comme ça. Enfin, et on sent que c'est sa façon, voilà, de faire et enfin, elle a accès à une richesse intérieure. Alors moi, j'ai une autre forme de richesse, mais ça, j'ai pas, par exemple. Mm. Ce truc-là, je l'ai pas. Je, et je trouve ça assez génial. Donc, je me perds dans la réponse à la question. Bah, du coup, j'ai oublié la question même. Attends, parce que j'avais envie de savoir la fin, toi. Ma question, c'était, tu déformes, en fait, tu vas apprendre un truc classique pour déformer, Oui, le faire voilà. à ta sauce et le Mettre faire ta sauce. évoluer. Mais Ouais. donc ça part de cette possibilité dès le début de ma formation, avec quelque chose où quelque part on est un peu obligé d'aller chercher qui l'on est pour pouvoir pratiquer le Mm. mieux possible. Donc
pour C'est bien. revenir, donc oui, Julie, elle a cette richesse intérieure, donc elle, sa façon de pratiquer, c'est vraiment génial. Elle fait faire plein de choses à ses patients, ils repartent tous à Noël. En plus, elle se cale un peu avec les saisons et les fêtes et tout. Ils repartent tous avec des choses qu'ils ont créées eux-mêmes, c'est assez génial. Là où moi, pour Julie, par exemple, c'est cette créativité qu'elle met vraiment en matière et elle fait faire beaucoup de choses. Là où moi, c'est dans le vécu et ce besoin de contenance émotionnelle, ce besoin vraiment d'aller chercher la sécurité intérieure, d'aller la faire grandir, d'aller pousser le truc. Et j'ai ce lien à l'autre où j'ai envie de dire, c'est un truc bateau, mais j'aime être dans le sourire. Mm. Et en fait, rien que, je le force pas, hein, mais l'accueil où quand je parle à l'autre, j'ai un sourire, je pense sur le visage, mais j'ai un sourire intérieur aussi d'accueil, quoi. Je, j'ai envie de te connaître. J'ai Mm. envie que tu me racontes à ta façon, que ce soit par des mots, que ce Mm. soit juste du non-verbal, que ce soit par, par enfin, une réaction, en tout cas, j'ai envie que tu me dises qui tu es, comment ça se passe pour toi à l'intérieur, et moi, je vais voir comment je vais pouvoir m'adapter pour t'aider Mm. et ce que je peux t'apporter. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au fond de moi, là où j'ai confiance en moi, c'est que je sais que je peux aider l'autre. Mm. Je ne sais pas toujours comment exactement, mais alors je me fais confiance. Mm. Je sais que je vais trouver une porte d'entrée à un moment, même aux plus réfractaires, enfin même avec les plus réfractaires. Et ça, je sais que ça fait partie de mes forces, c'est que je me pose pas de questions. Je n'intellectualise rien du tout. Je suis juste Intuition. dans l'accueil et le ressenti. Mm. Évidemment, je m'appuie sur mon intuition, mais c'est vraiment de l'accueil et du ressenti. Et je suis dans cette vibration-là où finalement, l'autre va toujours finir par être OK. Alors, il y en a qui arrivent, ils sont OK dès le début, il y a aucun problème. Puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué, mais souvent le lien, alors pas à 100%, mais le lien se fait et c'est exceptionnel. Et comment tu fais? Il y a des histoires chouettes avec lesquelles on repart et ça fait du bien et on voit qu'on a pu accompagner et rendre ce relais d'autonomie à la personne. Mm. Comment tu fais quand c'est un peu difficile et que tu dis, ah, je sais pas, peut-être que j'aurais pu, j'aurais dû, ou tu sais pas trop. Comment tu fais pour repartir chez toi et te dire, là, mon rôle s'arrête, je suis plus la pro et je redeviens copine, maman, comment tu fais pour reprendre ta vie et comment tu fais pour couper, parce que ça c'est souvent une question des neurois, comment tu fais Mm. pour couper entre ta vie pro et ta vie perso? La vie Je perso, coupe ouais. pas. Ah! J'adore, c'est Non, souvent la ouais. réponse. Ouais, non, je coupe pas. Je peux pas du tout faire une scission entre ma vie personnelle. Alors, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a les questions des espaces. Je Mm. travaille pas je travaille de chez moi quand j'écris et voilà quand j'avance tout le reste. Mais en réalité, mes patients, c'est pas une pièce de ma maison, enfin de mon appartement, heureusement. Parce que alors là, Mhm. déjà, j'ai du mal à couper. Mais alors, si c'était chez moi, ce serait plus compliqué. Mais il y a l'espace qui fait que je vais au cabinet, je vais voir mes patients, et puis il y a la maison où bah, mes patients viennent pas. Donc c'est juste ça en réalité, parce que quand je rentre chez moi, évidemment, je vais être empreinte de ce qui s'est passé dans ma journée, et les jours où j'ai énormément de consultations, souvent c'est le mercredi, c'est pas forcément là où j'ai le plus de consultations, parce que je suis au cabinet 3 jours par semaine, les lundis, mardis, mercredis, mais c'est surtout que c'est mon troisième jour de consultation. Mm. Et donc, c'est mon troisième jour de consultation. J'ai une dizaine de consultations par jour. Et ça vient vite charger et le mental et l'émotionnel, enfin, en fait, la disponibilité. Et c'est vrai Mm. que le mercredi soir, je suis moins disponible. Et c'est cette pression que je peux avoir. Voilà. Mon mari le sait. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est inconscient, j'y pense pas. Je me dis pas c'est mercredi, mais je sais que mon mari, il sait. Le mercredi Mm. soir, c'est, ça peut être plus difficile, je peux être moins disponible. Mm. Et c'est plus facile pour moi, par exemple, si on se met un dîner dans la semaine, c'est bien de l'avoir le mercredi parce que je switch, parce que je suis avec d'autres et je pars sur un autre type de relation et ça me permet vraiment de passer à autre chose plus facilement.
mais je fais partie des personnes qui pensent tout le temps, qui pensent tout le temps au travail, parce que mon travail, c'est pas du travail pour moi, c'est un intérêt, c'est une passion. Donc, j'y pense tout le temps. Et c'est pas Tu- juste mes passions, c'est ce que je vais faire, ce que je vais proposer, mon prochain livre. Très souvent, je suis en train d'écrire un livre. Vous pouvez être sûr qu'à un moment, j'ai une idée mais ça sort comme ça sort. Et donc, je vais prendre un papier et je vais écrire l'idée, enfin, un truc du prochain livre. Parfois, je vais écrire un album entier pour enfants, comme ça, alors que je suis dans le stress de rendre mon écrit à une certaine date et que je n'ai pas cette heure perdue. Ben, c'est pas grave, en fait, ça vient à ce moment-là, donc je l'écris. Ou alors, je vais penser à quelque chose ou pour mon site ou un projet futur. Bah, c'est comme ça. En fait, ça sort un peu, pas n'importe comment en Non. réalité. Ah Très non. souvent, c'est quand on est concentré et Oui. qu'on est porté par une émotion particulière Mm. et ça fait sortir des idées, des envies qui sont liées à cette émotion particulière. Ouais. Et, euh, et bon, ça, c'est assez chouette, mais pour le coup, j'ai appris à ne jamais mettre sous cloche, mettre de côté toutes ces montées, de tout de suite les écouter, en prendre soin, Mm. écrire, en faire quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, on a appris enfin, une mauvaise nouvelle et je me suis effondrée sur le moment et en même temps, je me suis relevée tout de suite parce qu'il y avait mon fils à côté et qu'il a entendu que je m'effondrais. Donc, je me suis reprise en me disant non, non, mais en fait, tout va bien. C'est pas de la maladie. Euh, c'est pas, enfin, c'est dur, mais c'est, ça va aller. Et le fait de me remonter comme ça, de reprendre en possession, j'ai eu une montée. J'ai eu une idée d'album pour enfants et je me suis posée avec mon mari et mon mari, on venait de parler de tout ça, donc on s'est dit. Mon mari pensait qu'on avait parlé de ça et je lui ai dit: «Ah, j'ai une idée d'album» et là, je lui raconte le truc, il m'arrête, il fait: «Enregistre-toi» et j'ai pris mon téléphone et j'ai raconté, mais j'ai eu l'album du début à la fin Ouais. et donc là, bon, là, je me trouve parmi tout ce que j'ai à faire. J'ai cet album et donc il faut que je voudrais trouver une illustratrice, pour en faire un objet, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Sauf que maintenant euh, je suis très consciente de ces moments de créativité qui peuvent naître dans la douleur. Parfois, Oui. on peut dire que la tristesse, ça va aussi ouvrir des portes, mais là, typiquement, ça a été un peu comme un choc. Et ben, de ce choc est sorti quelque chose d'hyper chouette, qui est lié à une émotion qui est dure, mais tout de suite, ça s'est transformé en créativité. Et ça, c'est génial. Et peut-être qu'il y a quelques années, euh, ça ne serait pas passé comme ça. Je ne me serais pas enregistrée. Bon, là, c'était grâce à mon mari. Mm. Mais je ne me serais pas enregistrée. Je me serais dit, ah oui, puis j'aurais oublié les trois quarts du projet. Là, je sais que quand ça vient, je stoppe ce que je suis en train de faire. Je note tout. Et à un moment, je pourrais en faire quelque chose. Mm. C'est hyper important et c'est super ce que tu partages là parce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont soit l'impression de ne pas être créatif ou créative, parce que Mm. moi je vois plein de gens qui me disent non mais moi j'ai pas d'imaginaire, moi je suis pas créatif ou je suis pas créative. Et à l'inverse, ceux ou celles qui sentent qu'il y a quelque chose qui pourrait être là mais qui ne savent pas tellement euh, comment s'emparer de ça. Bah voilà, on entend bien, quoi, là. Et je crois qu'en fait, tu sais, c'est comme quand on nous dit, enfin, moi, enfant, on me disait, la mémoire, c'est un muscle. Et en tant que comédienne, on me l'a Mm. beaucoup dit, tu vois. Mm. Plus tu vas apprendre des textes, plus ce sera facile, plus tu vas rentrer dans cette gymnastique. Et je crois que la créativité, c'est aussi un muscle. C'est-à-dire que plus tu l'habites, plus tu la Plus tu la travailles, pratiques, en fait, pratiques. Voilà, c'est ça, c'est de plus la pratique. tu te fais confiance et Mm. tu t'autorises à y aller. Ouais, Parce que moi, alors je sais pas à partir de quand ça a changé, mais pendant très longtemps, j'ai cru que je n'étais pas créative. ouais, tu Et vois. pendant très très longtemps, s'il y a bien un truc, je disais, ah, moi j'ai un truc, c'est que je suis pas très créative.
j'aimais bien avoir des protocoles tout faits et m'inscrire dedans. Et alors, je savais super bien dérouler le protocole. Mhm. Ça, il n'y avait aucun problème, je me faisais confiance. Mais inventer quelque chose, c'était pas du tout moi. En tout cas, je pensais que ce n'était pas du tout Oui, c'est moi. ça. Et c'est venu tout seul. Là où quelque part il y avait personne, parce qu'en vrai, en cabinet libéral, il y a personne pour nous juger si ce n'est notre Mhm. patient. Mais Mhm. comme c'est avec des enfants, on invente avec eux. En fait, j'avais un terrain de jeu quelque part qui était facile. Oui. Et en plus, j'avais un retour immédiat parce que je posais des questions. Je disais, Et et les ça, enfants, oui. et donc c'était super, c'était de la co-création. Ma méthode, je l'ai fait avec un petit garçon qui s'appelle Joseph, qui est adulte aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais souvent je pense à lui. Je me dis, ah là là, mais s'il savait comme il a été un point, enfin, une aide incroyable dans ma Ah oui. pratique, parce que enfin, c'était génial, quoi. C'est parti de lui, de ses débordements de colère, le fait de ne pas réussir à gérer ses colères, alors que c'était un enfant hypersensible enfin, il avait une sensibilité énorme, sublime. Malheureusement, ça se transformait beaucoup en colère d'injustice. Et Mm. ça, il ne savait pas quoi en faire. Mais ça, je connaissais par cœur, hein. Évidemment que je connaissais la colère. Moi, je me roulais par terre quand j'étais petite dans la rue. Donc, je le connaissais parfaitement. Et j'avais envie de l'aider. Et en fait, en essayant de l'aider lui, je suis venue aider mon enfant intérieur. Mm. Évidemment, j'ai trouvé des solutions et le fait de l'aider, de réussir. Et à l'époque, j'avais pas encore les fleurs de bac, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite avec les fleurs de bac. Ouais. Mais à l'époque, c'était juste cette méthode que j'inventais. Bah oui, j'ai réussi à lui redonner cette sécurité intérieure qui a fait que tous ces débordements émotionnels ont pris moins de place, moins d'intensité et réussissait à réagir de façon plus sereine, en tout cas plus adaptée pour l'environnement. Oui, c'est ça. Plus adapté, ouais. Mm. Merci mille fois, Stéphanie. Alors, on arrive au bout de l'épisode, pas du tout au bout de notre échange et de notre conversation. C'est ça la grande frustration. Mais en fait, Ah ça oui, pourrait durer encore le double au moins, Ah fois bah oui, mille. oui. oui, largement, oui. Peut-être que ça donnera lieu à un autre épisode. Avec Voilà. plaisir. Ouais. Sur la créativité, ce serait Sur intéressant. la créativité. Ouais. Mm. Merci beaucoup, beaucoup de ce moment d'échange. Euh, Merci. Si vous Avec avez, plaisir. ouais, si vous avez des questions que vous voulez poser à Stéphanie, ben, n'hésitez pas à commenter sous cet épisode et puis nous transmettrons à Stéphanie, nous lui dirons il y a des commentaires, Et j'y etc. répondrai Oui, voilà. avec N'hésitez joie. pas aussi à liker, mettre des étoiles, des pouces, des cœurs, enfin voilà, à soutenir aussi ce travail et à lui donner de la visibilité, que ce soit à Stéphanie ou au podcast. Merci infiniment de votre écoute et à très bientôt. Non, t'as Merci pas Stéphanie. fini, Ah Annabelle, non, non. j'ai pas fini. Bah non, j'attendais. Ah, Stéphanie, est-ce que tu aurais une La question? question. ah oui, Ouais, la pour question pour l'invité l'invité d'après. Mais d'après, oui, évidemment. oh, c'est dur. Alors, une question. Heureusement qu'on est deux. Euh, si tu pouvais, donc je m'adresse au prochain invité, Mm. Oui. euh, si le prochain invité pouvait aller voir l'enfant qu'il était en tant qu'adulte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Mm. Mm. Super. Nous, on sait qui c'est l'invité d'après. Oui, Merci ça beaucoup. va être génial. Bon, merci infiniment Stéphanie. Donc cette fois, je crois que j'ai rien oublié. C'est bon. Et surtout, à Merci. très bientôt. Merci. Au Et à revoir, merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Oui, bonjour, enfin rebonjour, c'est parce que je vous ai laissé sur message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, d'envoyer la belle aussi. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il aime beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé des 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, tu viens en formation.
Et merci à vous. Bisous, bisous.